Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Colère et indignation après la révélation du scandale des écoutes de 3 présidents français entre 2006 et 2012 par les États-Unis. Le gouvernement et l'opposition crient au scandale et dénoncent des méthodes inacceptables. Barack Obama a redit à François Hollande son engagement ferme contre tout espionnage. Quelles conséquences sur la diplomatie? Débat à suivre dans un instant. Et hasard du calendrier, la loi sur le renseignement devrait être adoptée aujourd'hui par le Parlement après un dernier vote des députés. Elle élargit les pouvoirs des services de renseignement français. Gérard Larcher, le président du Sénat, saisira demain le Conseil constitutionnel pour s'assurer que ce texte répond aux exigences de protection des libertés fondamentales. Les maires de France pour une clarification des principes de laïcité. Ils viennent de publier une série de recommandations pour appliquer la laïcité au quotidien, notamment dans le domaine scolaire ou les crèches. On en parle avec notre invitée ce soir, Françoise Laborde, sénatrice RDSE de Haute-Garonne. La riposte de la France après le scandale des écoutes téléphoniques. Selon le site Wikileaks, les renseignements américains ont espionné Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande entre 2006 et 2012. Des faits jugés inacceptables par l'Élysée et qui ont donné lieu à une mise au point de l'exécutif aujourd'hui. Paul Bouffard. Inacceptable de la part d'un pays ami. L'Élysée s'indigne des pratiques des services secrets américains. Dans l'urgence, un conseil de défense se tient autour du président. Devant les députés, Manuel Valls réclame un code de bonne conduite en matière de renseignement. Les États-Unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés, mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France. En 2013, puis en février 2014, lors de la visite de François Hollande aux États-Unis, Barack Obama s'était engagé à ne plus écouter les hauts dirigeants français. À Paris, mouvement d'unité dans la colère pour l'ensemble de la représentation nationale. Les parlementaires sont reçus par François Hollande. À la sortie, certains ne semblent pas pour autant étonnés. Ça a toujours été le cas sous tous les régimes et c'est une méthode de gouvernement d'essayer de savoir ce qui se passe chez les autres. Il ne faut quand même pas jouer constamment les indignés. Nous sommes choqués par ce qui se passe, mais nous savons que c'est dans la nature des relations entre les États et que c'est malheureux. Pour d'autres, ces pratiques devraient appartenir au passé. L'impact sur les relations franco-américaines est indéniable. Il est évident qu'il y a un coup de canif sérieux à la confiance entre les deux pays. Il faut veiller à ce qu'on puisse rétablir un climat de confiance, mais ça ne peut pas se faire dans les ambiguïtés et avec de telles méthodes qui sont inqualifiables. En ce qui nous concerne, le Parlement et notamment la structure que je préside, qui est la délégation parlementaire au renseignement, nous devons engager un certain nombre de contrôles pour savoir si les autorités françaises sont suffisamment bien protégées. Dans les jours qui viennent, le coordonnateur national du renseignement, Didier Lebret, se rendra aux États-Unis pour rencontrer l'administration américaine. Et pour être tout à fait complet, sachez que François Hollande s'est entretenu un quart d'heure au téléphone avec Barack Obama, le président américain qui réitère sans ambiguïté son engagement ferme contre tout espionnage. Ce soir, l'ambassadrice des États-Unis est quant à elle convoquée au Quai d'Orsay par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Alors, comment la NSA a-t-elle pu écouter la France? Peu d'informations circulent sur le procédé. Une seule certitude, l'ampleur des écoutes. Louis Sibyl. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, une décennie entière d'un exécutif français placé sur écoute américaine. François Hollande d'abord, lors d'une conversation avec Jean-Marc Ayrault en 2012, il aurait accepté la tenue de réunions secrètes à Paris pour discuter de la zone euro et particulièrement des conséquences d'une sortie de la Grèce. Le président de la République aurait aussi marqué sa déception après son premier entretien avec Angela Merkel. Un entretien purement pour le spectacle, sans parvenir à rien de substantiel. La NSA ajoute, Hollande est très inquiet pour la Grèce. En 2008, 2 semaines après la faillite de Lehman Brothers, la NSA rapporte Nicolas Sarkozy se voit comme le seul à pouvoir résoudre la crise financière mondiale. En 2006, enfin, Jacques Chirac aurait recadré à plusieurs reprises son ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, habitué à faire, selon la NSA, des commentaires inappropriés. Des documents classés top secret par les services de renseignement américains pour des informations qui n'ont pas de valeur stratégique cruciale. Aucun renseignement militaire ou diplomatique n'ont, semble-t-il, été intercepté. Un espionnage qui relève même pour certains de secrets de polichinelle,
mais dont l'ampleur était jusqu'aujourd'hui insoupçonnée. Les écoutes ont ciblé toutes les strates de la puissance publique, ministres, conseillers, diplomates, porte-parole ou encore le standard du ministère de l'Agriculture. Le portable personnel de Nicolas Sarkozy, alors président, aurait sans doute aussi été mis sous écoute. Comment la NSA s'y est-elle prise? La piste la plus probable, l'ambassade américaine au cœur de Paris, à quelques pas de l'Élysée ou de ministères comme ceux de l'Intérieur, de la Justice ou des Affaires étrangères. Sur ces toits, une façade en trompe-l'œil et derrière, une station d'écoute. Et nos invités ce soir sur ce plateau, Corinne Bouchoux, bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste de Maine-et-Loire. Vous avez été reçue ce matin à l'Élysée. Vous allez nous dire dans un instant comment s'est passée cette rencontre avec nous. Également sur ce plateau, Bruno Retailleau, bonsoir. Président du groupe Les Républicains. Ici au Sénat, vous étiez également à l'Élysée ce matin. Et enfin, Alain Richard, bonsoir. Sénateur socialiste du Val-d'Oise, ancien ministre de la Défense. Merci d'être avec nous. Corinne Bouchoux, est-ce que vous êtes surprise par l'ampleur de ces révélations, de ces écoutes ? Pas complètement. Lorsqu'on a vu un petit peu les révélations après Snowden, les films qui ont été faits ensuite, donc on ne peut pas être totalement surpris. Maintenant, c'est toujours très désagréable d'être espionné par un pays ami. Bruno Retailleau, même sentiment. On voit cette indignation, cette colère partagée dans tous les partis politiques ce soir. Bien sûr qu'il faut condamner. C'est ce que le président de la République nous a indiqué ce matin. Mais il nous a indiqué quand même qu'entre 2006 et 2012, on savait. Je l'ai appris. Hein. C'est ce qu'il nous a indiqué. Hein. D'autres que moi étaient à cette réunion. Qu'avec l'affaire Snowden, évidemment, les choses avaient pris un tour différent et que Barack Obama avait pris, notamment avec les écoutes de Mme Merkel, un engagement auprès des partenaires européens. C'est que les dirigeants européens notamment ne seraient pas spécifiquement ciblés. Engagement qui a été réitéré lors de la visite d'État du président de la République en février 2014. Et je pense que M. Obama s'exprime à nouveau. Moi, c'est ce que j'ai dit au président de la République ce matin. Moi, je pense qu'on peut faire tous les moulinets qu'on veut ici en France. Moi, ce que je souhaiterais, c'est une expression européenne. Je sais que c'est difficile, mais au moins avec l'Allemagne. Madame Merkel a été aussi écoutée. Je pense qu'il faut que l'Europe, qui est trop souvent alignée sur la politique américaine, fasse preuve d'indépendance aussi. Je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir pour réaffirmer un équilibre entre nos alliés et amis, évidemment américains, la France et puis aussi l'Europe. Alain Richard, on savait, vient de dire Bruno Retailleau. C'est pas une surprise. Après, la révélation tombe à un moment qui est opportun pour certains partenaires du débat. Hein, oui, c'est-à-dire au moment où on vote le projet de loi renseignement. Bon. Donc ça, je pense que ça a moins de rapport avec les sujets de relations franco-américains. Hein. Cela dit, le sujet est sérieux. Pourquoi? Parce que nos services, évidemment, coopèrent, s'échangent des informations avec toute une série de règles et d'usages entre nous. Chacun ne cherche pas trop à demander à l'autre comment il a obtenu les renseignements, mais enfin, on se communique des choses et chacun a une valeur aux yeux de l'autre. Bon. S'il y a des actes de rupture de confiance comme ça complique beaucoup les choses des deux côtés. Et donc, pour moi, ça évoque deux sujets. Le premier, c'est une espèce, j'ai lu quelque part le terme de boulimie d'écoute. Honnêtement, qu'est-ce que ça apporte à des gens qui sont chargés de la sécurité nationale des États-Unis d'écouter, enfin la liste de ce qu'on vient d'entendre. C'est inutile simplement... ces écoutes, c'est ce que vous dites, vous en tant qu'ancien ministre. Pour moi, c'est pathologique. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un peu perdu le contrôle de leur mission. Et ça pose une deuxième question, c'est-à-dire à quel moment les dirigeants politiques des États-Unis ont été informés de ça. Donc il y a, me semble-t-il, surtout un désordre chez eux qui est de nature à poser des problèmes de vraie confiance chez nous. Corinne Bouchoux, c'est vrai qu'on peut se demander sur quelle base juridique les États-Unis ont fait ces écoutes. Ils auront à répondre de leur pratique. Il y a pas beaucoup.
Bah oui, là je pense qu'il n'y a clairement aucune base légale et donc c'est bien ce qui pose question. Si vous voulez, entre alliés, il n'est pas d'usé de pratiques dont il est courant que l'on puisse les utiliser avec des pays qui ne sont pas des alliés au sens diplomatique, au sens de la géopolitique. Donc là, il y a clairement, il faut être sincère, une transgression. Et même si souvent je peux avoir des désaccords avec mes voisins, je dois dire que sur ce sujet, l'indignation est totale, elle est partagée à tous les niveaux de l'échiquier politique. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de le dire. Et puis peut-être que l'on savait, ça a été dit aussi, mais en tout cas, on ne peut pas continuer ainsi. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un tournant diplomatique et qu'effectivement des choses se passent. Bruno Retailleau, par rapport à cette coïncidence au hasard du calendrier, avec le vote en ce moment même par le Parlement français d'un texte sur le renseignement, faut-il y voir une coïncidence? C'est ce que écoutez, il faut en tout cas préférer le cadre français au pseudo-cadre américain. Je pense que le cadre français, je le dis d'autant plus que je ne suis pas chargé, moi, de faire la promotion de ce texte, et j'étais très méfiant sur ce texte qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale. Saisira demain le Conseil constitutionnel. Je le sais, nous en avons parlé depuis plusieurs semaines avec le président du Sénat, et c'est une excellente initiative. Ça fait partie des plus que le Sénat a apporté à ce texte. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, je voudrais que cette affaire nous serve de leçon. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans nos rapports et la relation avec les États-Unis. On voit que les Américains sont en train, regardez avec l'affaire de la banque Paribas, dès qu'un contrat est libellé en dollars, les Américains exportent en même temps leurs moyens de justice. C'est une conception très impérialiste, finalement. Je suis plutôt un ami des États-Unis, mais je pense qu'il faut le reconnaître. Je pense dans les relations internationales, je pense aussi à l'Ukraine et à d'autres affaires, il y a une conception déséquilibrée. Il faut absolument que la France et l'Europe redisent à ce grand partenaire, qui est encore un allié et un ami, qu'il y a des frontières à ne pas dépasser. Sur cette question des écoutes, mais sur d'autres questions aussi, on parlera sans doute aussi du traité transatlantique, mais sur des questions est-ce que ça va avoir des conséquences sur ce traité? Non, il faut faire attention. Il y a bien sûr l'affaire des écoutes, mais ce que je dis, c'est qu'il faut saisir l'occasion. Puisque les Allemands ont été aussi touchés, concernés, Mme Merkel a fait l'objet d'écoutes illégales de la part de la NSA, des États-Unis, et je pense qu'une voix qui serait une voix européenne, au moins franco-allemande, serait forte, malheureusement. Ce que je crains, c'est que, encore une fois, on ait un alignement, non pas des Allemands sur les Français, mais peut-être l'axe américano-allemand. C'est un risque, ça, ce silence, cette absence de réaction de la France, Alain Richard Il n'y a pas d'absence de réaction, d'après ce que je crois, il y a quand même plutôt du volume. Mais enfin, pour moi, le sujet, c'est vraiment un élément de rupture de confiance. Alors, bien entendu, comme le dit Bruno Retailleau, il y a un déséquilibre, on n'a pas la même puissance. Simplement, quand vous regardez les enjeux géopolitiques, sur un certain nombre de sujets, nous nous retrouvons, au sein de l'Alliance, le premier partenaire, notamment du fait d'un certain effacement de nos amis britanniques et d'une attitude, je dirais, de réserve géopolitique de nos amis allemands. Donc, s'ils veulent, si l'exécutif américain, parce qu'encore une fois, moi, ce que je redoute, c'est du mou dans la chaîne d'autorité, hein, et pas forcément depuis hier. Sans doute. Si l'exécutif américain, le président d'aujourd'hui et ceux de demain, veulent créer une coupure de confiance avec leurs principaux alliés, qui sont bien contents de trouver pour gérer un certain nombre de crises. Parce que si vous voulez gérer la situation Irak-Syrie sans la France, sans l'Allemagne, bon, vous pouvez essayer. Les crises africaines, etc. Donc je crois qu'il y a quand même, mais ça va se faire sans vacarme, hein, ça va se faire sans éclat de voix, mais inévitablement, la diplomatie française, enfin, je pense le président et les autorités, vont dire aux États-Unis, là, on est quand même à un tournant, quoi. Je pense qu'ils l'auront déjà dit, en fait. Corinne Bouchoux, on sait qu'à l'Assemblée, François de Rugy a demandé des mesures de rétorsion. Est-ce que vous seriez favorable à ce type d'annonce de mesures? Écoutez, moi je suis plutôt dans l'idée, même si j'ai beaucoup d'amitié pour François de Rugy, d'avoir une réaction qui dans un premier temps serait vraiment une réaction unanime de tous les partis démocratiques, et je pense que c'est important, et c'est ce qui s'est passé ce midi, on a tous été vus par le président de la République. Dans un deuxième temps, c'est une vraie question, que faut-il aborder? Faut-il tout mélanger, la géopolitique, la stratégie, jusqu'où on va au niveau économique? Les États-Unis, c'est aussi un marché. Donc, je dirais, avant d'employer ces grands mots, je pense qu'il faut un peu de prudence justement dans l'évaluation de la situation et voir ce qu'on peut faire. Concernant la loi sur le renseignement, moi, ce que je demande de façon tout à fait impérative, c'est qu'on puisse associer tous les partis politiques républicains aux instances qui vont
ultérieurement contrôler ces écoutes massives. Et là, je pense qu'on ne peut pas parler de confiance à l'international si on n'est pas capable, nous à l'interne, de créer un climat de confiance vis-à-vis de tous les partis politiques. Alors, Bruno Retailleau Non, mais je souriais parce qu'on est à front renversé. Cohen Bouchou, donc les Verts, qui disent attention, il y a des marchés, les États-Unis, c'est vrai, c'est des intérêts économiques. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, je commence, et beaucoup d'autres avec moi, et des chefs d'entreprise, je commence à en avoir assez de voir cette domination américaine se déployer en essayant d'exporter à travers le dollar notamment ses moyens juridiques pour imposer, même quand l'entreprise n'avait pas un contrat avec les États-Unis. Il suffisait que le contrat soit en dollars pour dire attention, c'est nous qui mettons la main sur le règlement de différend. Et ça, c'est quand même très grave. On ne peut pas laisser passer ça. À côté de ces affaires-là, l'affaire des écoutes est très symbolique. Il faut marquer, je suis d'accord, et tous les partis républicains, je pense, doivent être liés parce que c'est l'indépendance nationale. Alors, sur des c'est mesures du patriotisme aussi. Bruno Retailleau, il faut des mesures de rétorsion, quelles qu'elles soient. Oui, mais les mesures de rétorsion. Alain Richard l'a très bien dit. Enlever les sources de renseignement américaines au Sahel. Et malheureusement, nos armées, c'est un ancien ministre de la Défense que je parle, sont en partie aveugles. Donc je crois qu'il faut, c'est pour ça que je pense qu'il faut globaliser les choses. Je pense que les États-Unis se porteront beaucoup mieux, y compris dans le partenariat avec l'Europe, si on les remet un peu en place. Qu'on les remette en place sur ces histoires d'écoute, mais aussi sur un certain nombre de sujets, parce que quand on est allié, on a une réciprocité. Et on n'est pas inférieur ou supérieur, on n'est pas des vassaux. Je pense qu'il y a une conception gaullienne en même temps du rapport avec les États-Unis qu'il faut essayer de promouvoir. Et moi, j'espère bien que François Hollande saura promouvoir cette conception qui me paraît beaucoup plus équilibrée, plus saine pour les États-Unis et surtout plus saine pour la France et l'Europe. Alain Richard, il faut que la France et l'Allemagne parlent aussi d'une même voix, oui, qu'il y ait un message du couple franco-allemand à l'égard des États-Unis. Si vous voulez, moi je rejoins une bonne partie de ce que dit Bruno Retailleau et je fais quand même une observation. Les États-Unis ont une petite supériorité sur nous par rapport à d'autres, c'est que c'est un endroit où il y a de vrais débats de politique étrangère. Ils se confrontent sévèrement. Et il y a eu un recul de l'unilatéralisme aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui disent le côté superpuissance qui décide de tout, ça a aussi des effets de ricochet, quoi. On prend beaucoup de donc il y a une plus grande réserve et c'est discuté aux États-Unis. Donc ça va être le moment pour eux. Enfin, je pense que c'est notre intérêt que se développe un débat aux États-Unis en disant est-ce qu'on a besoin d'alliés ou est-ce qu'on veut simplement leur marcher sur la figure. Et je pense qu'il peut y avoir des gens, notamment dans le camp Obama pour le moment, qui se disent oui, quand même, on ne peut pas tout faire tout seul, donc si on a des alliés, il faut peut-être les respecter un minimum, quoi. Ça pourrait être un enjeu de la prochaine élection américaine, Cohen Bouchou? Écoutez, l'élection américaine, c'est beaucoup d'enjeux de politique intérieure, la question économique, la question de la place des Noirs aux États-Unis. Néanmoins, je veux le redire, sur la question de TAFTA, ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé pour les banques, augure mal de la suite de TAFTA, parce que vous ne pouvez pas avoir un comportement hégémonique, discourtois qui n'est pas fair-play et imposer à tous vos règles. Donc je pense qu'il y a vraiment là un péril et malheureusement l'absence de transparence dans les négociations de TAFTA ont indisposé beaucoup de nos concitoyens et beaucoup de partis politiques aussi. Donc les citoyens feront un lien. Bruno Retailleau, effectivement, cette affaire des écoutes pourra avoir un impact sur les discussions sur le traité transatlantique. J'étais en train d'indiquer qu'il fallait, je pense, prendre cette occasion comme une occasion pour réaffirmer une indépendance de la France, mais pas seulement, de l'Europe aussi. Il y a trop d'exemples qui montrent que nous sommes, en matière de politique étrangère, en matière de politique financière, en matière de politique tout court, trop alignés. Et moi, j'appelle de mes voeux une indépendance qui se fasse dans le respect, dans l'équilibre de chacun des alliés, des partenaires. Aligné, vassalité, vous partagez cette analyse? Oui, sur ce point-là, Bruno Retailleau a raison aussi de dire on n'emmènera pas tous les Européens, parce qu'il y a quand même beaucoup de situations où la vassalité est acceptée. Mais il y a eu un vrai changement en Allemagne, puisque d'abord, les générations succèdent, c'est-à-dire que les sensibilités ne sont plus les mêmes. Et franchement, l'histoire de la chancelière, ça a fait beaucoup plus de bruit en profondeur dans la société allemande que chez nous. Les Allemands se disent, vous avez raison, mais en même temps, on s'est aperçu que, sans doute à l'insu de la chancelière, les services allemands avaient coopéré avec la NSA, précisément pour les alimenter, y compris sur le compte de la France. Donc vous voyez que rien n'est simple, et il y a parfois effectivement du mou entre les services et les dirigeants. C'est ce que, dans la loi sur le renseignement, le Sénat a apporté en matière de contrôle. Je ne veux pas qu'il soit dit n'importe quoi ce soir. Je pense qu'il n'y a rien à voir avec un Patriot Act. Et croyez-moi, on a mis les ceintures et les bretelles.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. À lire également sur notre site internet, eh bien, cette interview, il faut accorder l'asile à Julian Assange, selon l'avocat Jean-Pierre Mignard, proche de François Hollande. C'est un article de François Vignal. Et puis dans ce contexte, hasard ou coïncidence, on en a parlé, le Parlement devrait voter ce soir définitivement le projet de loi renseignement. Après un ultime vote des députés, Gérard Larcher, le président du Sénat, saisira dès demain le Conseil constitutionnel afin qu'il s'assure, je cite, que le texte réponde aux exigences de protection des libertés fondamentales. Les chiffres du chômage de mai, les demandeurs d'emploi sans activité ont augmenté de 16 200 pour atteindre un nouveau record de 3,55 millions. Faut-il interdire Uber? La tension monte à la veille d'une manifestation des taxis qui jugent illégal l'exercice d'Uber. Alors que dit la loi? Élément de réponse avec Sandra Cercara. Entrée en vigueur le 1er janvier, la loi Thévenoud encadre la concurrence entre les taxis et leurs concurrents légaux et interdit donc de fait aux chauffeurs non professionnels d'exercer. Sauf qu'UberPop fonctionne toujours et ses chauffeurs amateurs, ils seraient plus d'1 millier dans toute la France, roulent comme si de rien n'était. Alors comment est-ce possible? UberPop profite d'un flou juridique, la constitutionnalité de la loi Thévenoud n'ayant pas encore été validée. D'autant que le 11 juin, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé un chauffeur UberPop accusé d'exercice illégal de la profession de taxi. Depuis, les UberPop se sont installés dans 3 villes de France. C'est maintenant au Conseil constitutionnel de décider de l'avenir de l'entreprise et de dire si la loi Thévenoud ne porte pas atteinte au principe d'égalité et de liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a 3 mois pour statuer. En attendant, la tension continue de monter entre Uber et les taxis. Les incidents se multiplient. Les organisations de taxis lanceront demain un mouvement illimité de protestation. L'État français est condamné pour 5 contrôles d'identité au faciès. Une première selon les avocats des demandeurs qui ont salué une grande victoire pour les gens contrôlés au quotidien en raison de leur apparence. Une charte de la laïcité pour les maires de France. Après les attentats de janvier, un groupe de travail a présenté des propositions pour aider les élus, souvent confrontés à des difficultés très concrètes en matière de laïcité, notamment pour ce qui est des cantines scolaires. Jérôme Bonnard. Parmi les sujets sensibles, les menus des cantines scolaires, un dossier où les maires tâtonnent. À Chalon-sur-Saône, on a supprimé les plats de substitution au porc. À Perpignan, on propose des menus végétariens. Alors l'AMF reste prudente. Elle suggère de laisser aux élèves une possibilité de choix de menus alternatifs à la viande, mais pour des raisons diététiques, sans référence aux religions. Le principe de la restauration, c'est fournir aux enfants des repas équilibrés. Et la définition de ce qu'est un repas équilibré, ça n'est ni aux religions, ni aux sectes, ni aux philosophies de le définir. Reste aussi une possibilité plus radicale, celle de ne pas envoyer ses enfants à la cantine. Une position avancée par le premier vice-président de l'AMF. En publiant, comme nous le faisons dans la plupart des communes de France, à l'avance les menus, chaque parent sait s'il peut mettre ou ne peut pas mettre ou ne veut pas mettre son enfant au restaurant scolaire. Je rappelle que la restauration scolaire n'est pas une obligation. Une enquête indique que la majorité des maires des petites villes n'ont pas de problème avec la laïcité. 70% des communes de 3 000 à 20 000 habitants proposent déjà des menus alternatifs lorsque la consommation de certains aliments est prohibée par une religion. L'association publiera ses recommandations à l'automne. Elle annonce un plan d'action auprès de certains ministères, notamment sur les sujets des sorties scolaires, les demandes de déscolarisation ou le financement des lieux de culte. Et notre invitée ce soir, Françoise Laborde, bonsoir. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Vous êtes également membre de l'Observatoire de la laïcité. Merci d'être avec nous. Cette charte pour les élus face à un recul de la laïcité, c'était attendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions formulées par l'AMF? Alors l'AMF a proposé aujourd'hui un certain nombre de choses qui vont être, je pense, encore retravaillées d'ici, je pense, on annonce novembre, je pense que c'est pour le congrès des maires, bien sûr. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont aider certains maires qui parfois sont un peu en désarroi devant des questions qui leur sont posées ou par rapport
à leurs fonctionnaires. Donc quand ce sont des fonctionnaires du service public, ça va. Mais quand ce sont parfois des contractuels, ils sont embêtés. Est-ce qu'il faut vraiment une charte de la laïcité pour les élus ou est-ce qu'ils doivent finalement bien gérer un petit peu au quotidien la situation? En matière de laïcité, ce n'est pas simple. Alors, ce n'est pas simple et ça dépend ce qu'on met, si vous voulez. Donc c'est toute la difficulté. Parce qu'il y a des personnes excessives ou qui ne comprennent pas, je le dis vraiment, qui refuseraient des personnes qui rentrent à la mairie ou dans un lieu public. Il n'y a pas à les refuser puisque c'est un lieu public, mais les personnes qui rentrent sont des citoyens qui ont le droit de venir dans un lieu public. Par contre, les personnes qui sont des fonctionnaires du service public, pour les accueillir, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que l'élu doit savoir exactement ce qui est du droit et ce qui ne l'est pas. Et quand on hésite, c'est là que l'on crée des difficultés, des polémiques. Et si on ne sait pas quoi répondre, alors là, c'est encore pire. Est-ce que vous pensez que la situation des cantines scolaires est claire et clarifiée pour tout le monde? Alors, je pense que oui. D'abord parce qu'il y a la base qui est le service de la restauration scolaire est un service facultatif. Donc, bien sûr, on veut au maximum qu'il y ait des enfants qui mangent à la cantine, surtout pour ceux qui ont je dirais, alimentation à la maison, parce qu'on sait qu'il y a une précarité. Et donc, autant que l'enfant mange à la cantine, bien équilibré, plutôt que pas du tout ou mal chez lui. Mais ensuite, on ne peut pas, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Patrick Molinos, le porte-parole de l'AMF, sur ce sujet, ce n'est pas ni la religion ni la philosophie qui établit le menu, ce sont les diététiciens. Donc, si on part de ce principe, il y a des menus qui sont acceptés. On ne propose pas vraiment des menus confessionnels? Surtout pas. Oui. Alors, c'est vrai. Mais on propose quand même la possibilité d'avoir des repas sans viande, La grosse difficulté, si vous voulez, c'est qu'il y a de nombreuses années que l'on a accepté... Ça, ce n'est pas un recul de la laïcité dans les cantines? Non, parce que ça fait des années que l'on a accepté cela. Et c'est vrai que l'appareil des élus disait « Ah, mais non, mais il n'y a pas de souci ». Alors, il y a quelques soucis, parce que dans les écoles primaires, donc maternelles et élémentaires, il n'y a pas souvent de self. Donc, quand il n'y a pas de self, c'est compliqué. À partir du collège, vous avez le self, les enfants se servent, ils mangent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, je pense que l'idée de certaines communes... Est-ce que ça doit être une obligation pour les cantines de proposer différents menus? Ah ben non, ils ne sont pas obligés. Alors, ce qui est embêtant et dont on a beaucoup parlé à Châlons, c'est le retour en arrière. Au nom de la laïcité, ce retour en arrière est plutôt malvenu. Par contre, ce que proposent là des communes pour la rentrée prochaine, Pau, Toulouse, Perpignan, des menus de base, comme on appelle, et à côté des menus sans viande. Sans viande, il y a des œufs, il y a du soja, il y a du poisson. Les parents, ils choisissent ou le menu avec viande, ou le menu sans viande. Ce n'est pas cachère, ce n'est pas halal, ce n'est pas catholique, intégriste avec le poisson absolument le vendredi. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut rentrer dans un équilibre où les enfants vont pouvoir manger de façon équilibrée et travailler en classe l'après-midi. Autre question sensible, le port du voile lors de sorties scolaires, notamment pour les personnes accompagnant les enfants. Que dit l'AMF? On sait que l'Association des maires de France entend saisir le ministère de l'Éducation pour obtenir des clarifications. Elle est nécessaire aussi. Alors, cette clarification est nécessaire parce que, bien sûr, selon les communes, certains vous diront, bah oui, mais si on n'emmène pas de personnes portant un foulard, on ne pourra plus sortir, bien sûr. Mais en même temps, le flou artistique, je pense que la circulaire Châtel avait le mérite d'exister. Aujourd'hui, la ministre Najat Vallaud-Belkacem dit... Oui, la circulaire est toujours valable, mais en même temps, elle parle du Conseil d'État. Enfin, je trouve que c'est vrai. Là-dessus, c'est bon. Je peux le dire. Je peux le dire sur l'antenne puisque je le dis régulièrement à Najat Vallaud-Belkacem. Les directeurs d'école, directrices d'école, enseignants ont besoin de quelque chose de clair parce que c'est pareil. Si vous laissez, on attend toujours la clarification. Voilà. Si on laisse au bon vouloir, merci Françoise Laborde. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Et vous avez pu le suivre en direct à 18h. Le débat pour l'élection du bâtonnier de Paris. Ce débat est à revoir sur Public Sénat demain matin dès 7h30. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, ça vous regarde sur LCP Assemblée nationale. Bonne soirée et à demain.